Merci beaucoup. Vous avez évoqué vraiment le grand nombre d'experts, de chercheurs et chercheuses dans le domaine du judo espagnol. Je vous remercie pour ça. Et bien sûr, c'est un grand plaisir pour moi d'être en Grèce et en particulier la première fois d'être à l'école française Athènes, à laquelle je remercie vraiment le soutien pour ma participation et en particulier aux organisateurs, et en particulier à Madame Odette Baron-Bassard, d'avoir pensé à moi comme un possible intervenant pour cet événement. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les trois acteurs et maintenant, c'est mieux. Et, trois acteurs et activistes séfarades de l'ex-Yougoslavie, Haim Samuilović de Belgrade, Serbie, Benjamin Bino Samokovlija de Sarajevo, Bosnie, et Yamila Angela Kolonomos de Bitola, Macédoine. Donc, comme vous pouvez regarder, j'essaierai de prendre en considération les trois principaux centres de la vie séfarade dans l'ex-Yougoslavie. Je dois dire aussi qu'en Croatie, à la croate, il y avait aussi une communauté importante des juifs séfarades aussi, mais malheureusement, la productivité littéraire, culturelle, n'a pas survécu de cette région. Donc, ça va me permettre à part d'analyser les principaux centres de la culture séfarade dans l'ex-Yougoslavie, aussi d'examiner les attitudes à l'égard de la langue judo-espagnole et de l'héritage séfarade avant et après le choix. Et les œuvres de ces trois auteurs illustrent des actes de commémoration et s'inscrivent donc parfaitement dans les courants principales de la littérature écrite par les séfarades pendant le XXe siècle, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et Pilar Romeo Ferré a publié deux volumes vraiment importants qui représentent un type de catalogue de tous les auteurs séfarades entre 1950 et 2011 qui ont écrit des récits de mémoire dans les plusieurs langues, pas seulement en judo-espagnol, mais aussi dans les autres langues, montrant un nombre exubérant de ces récits, surtout après le choix. Et pourquoi? Ça a été bien observé par Jonathan Scorch, qui a dit que le travail de mémoire, autobiographie, biographie, roman, récit ou recueil épistolaire a pris une place centrale dans la psyché collective juive et représente une tentative de réinventer son passé, de trouver sa place. Et l'importance de ces sentiments d'identité chez les séfarades et leur besoin de le sauvegarder trouve un écho dans le dicton qui dit sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Sin memoria, no hay avenir. Et qui bien sûr souligne que la survie dépend de la sauvegarde du passé. Avant de commencer à parler de ces trois auteurs, je voudrais mettre en contexte son travail pour pouvoir comprendre leur attitude. Donc, les Séfarades se sont installés dans les Balkans, surtout dans le territoire de ce qui est connu comme l'ex-Yougoslavie, au début du XVIe siècle, c'est-à-dire bientôt après l'expulsion d'Espagne. Et à cette époque, toutes ces régions déjà faisaient partie de l'Empire ottoman où le système politique évoqué ma collègue Anaïda de Milet a permis aux Juifs de garder une certaine indépendance et autonomie et surtout de continuer à parler une langue qu'on a apportée de la péninsule ibérique. Alors, pendant le XVIe et XVIIe siècle, on parle encore de castillan et d'espagnol. Et à partir du XVIIIe siècle, on commence à parler du judo-espagnol comme une variété linguistique séparée de la variété linguistique parlée en Espagne ou en Amérique latine. Cette situation va durer jusqu'au XIXe siècle, qu'un grand changement
sociaux et politiques commencent à occorrir, à se produire. Donc, j'ai essayé de représenter brièvement pour vous donner une idée simplement de la situation dans chaque de ces trois pays de l'ex-République yougoslave, que par exemple, la Serbie, vers 1830, a gagné sa indépendance, qui n'était pas officielle encore, mais qui a commencé déjà à prendre un chemin vraiment différent en comparaison avec le reste de la région. En 1864, les séfarades en Serbie commencent à recevoir l'éducation en langue serbe. Ça veut dire qu'il y a déjà un remplacement de l'éducation traditionnelle juive qui était de nature religieuse et en judéo-espagnol et l'hébreu par une éducation dans la langue serbe. Ça veut dire que l'assimilation, l'intégration dans la société plurale a commencé déjà à la moitié du 19e siècle. En 1878, le Congrès de Berlin a reconnu l'indépendance de Serbie comme État indépendant et la nouvelle constitution, 10 ans plus tard, a donné aux Juifs le même droit civil. Ça va être un chemin vraiment similaire qu'on va trouver en Bosnie, en Macédoine, mais avec un rythme vraiment différent qui va marquer la situation de l'héritage séfarade avant la Seconde Guerre mondiale. La Bosnie était sous la domination ottomane jusqu'à 1878. Après de ça, c'est l'Empire euh, autriche-hongroise qui a occupé Bosnie après annexer en imposant l'utilisation d'allemand comme la langue officielle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Bosnie a passé à former partie du royaume de Serbie, croate et slovène, rebaptisé plus tard comme Yougoslavie. Macédoine, par exemple, pourquoi c'est important? Parce que l'éducation, le changement de l'éducation chez les séfarades de Bosnie va commencer en 1894. Ça veut dire 30 ans plus tard qu'en Serbie. Et en Macédoine, en plus tard en plus. Parce que le Macédoine était parti de l'Empire ottoman jusqu'à 1913. Et après de ça, la Serbie a absorbé ces régions aussi. Ces changements, on le sait par conséquent, la disparition progressive, surtout des éléments hispaniques dans la culture hispanique, particulièrement la langue, parce que le judéo-espagnol commence à être mis à côté, et ce qu'on appelle dans la linguistique language shift, mais des autres éléments culturels aussi. Et les séfarades commencent à s'identifier d'autres manières. Donc, pas comme les descendants des Juifs espagnols, aux Juifs ibériques, mais plutôt comme les serfs de la foi de Moïse. Donc, il y a un changement vraiment. On peut apprécier que l'élément judaïque, c'est-à-dire la religion, n'a pas changé, mais l'élément culturel, oui. Bien sûr que la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, a marqué la fin de presque toutes les communautés juives dans l'ex-Yougoslavie. Donc, je donne un peu de chiffres qui sont vraiment déprimants. Donc, en Bosnie, avant de la Seconde Guerre mondiale, environ 14 000 juifs en habitaient et quelques 12 000 ont été tués pendant la Shoah. Macédoine, la même situation, je dirais pire. 8 000 juifs habitent là, 3 000 à Skopje, la capitale. Et aujourd'hui, 200 juifs vivent en Macédoine et un seul habite là. Donc, la communauté de Bitola a disparu complètement après la Seconde Guerre mondiale. En Serbie, la situation c'est un peu mieux pour la résistance, bien sûr. Quelques 10 000 juifs vivant avant la Seconde Guerre mondiale. 80% étaient séfarades, 20% étaient ashkénazes et quelques 4 000 d'entre eux ont survécu.
aujourd'hui, environ 2000 Juifs vivaient en Serbie. Donc, telles sont les circonstances dans lesquelles la vie juive a évolué dans l'ex-Yougoslavie au XXe siècle. Et dans cette présentation d'aujourd'hui, j'ai l'intention de montrer de quelle manière et pour quels moyens ces séfarades se sont efforcés de construire l'identité séfarade et la mémoire d'une culture en voie de disparition. Je commencerai avec Chaim Davidsho pour respecter l'approche chronologique. Donc, Chaim Davidsho est né en 1954 au quartier juif qui s'appelait Yalia. Yalia vient du turc, de la mot Yali, ça veut dire la rive de fleuve. Euh, il est grandi dans ce quartier, mais juste avant de commencer avec l'école juive, qui à cette époque existait seulement l'école juive pour les juifs, son père a décidé de déménager à une autre ville serbe qui s'appelle Shabatz. Il n'y avait pas d'une communauté juive et d'une école juive. À ce moment, à cette époque, en Serbie, les Juifs n'assistaient pas à les écoles serbes. En fait, ça a été interdit. Mais son père, comme un commerçant vraiment important, avec des connexions euh, entre l'élite culturelle serbe, a réussi d'inscrire à son fils dans une école serbe. C'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle la biographie de Davidsho est différente en comparaison avec la plupart des Juifs à cette époque. Parce que Davidsho commence à assister à l'école serbe et de s'éduquer, de se former dans la langue serbe. C'est déracinement d'un environnement non juif à l'école, mais aussi à la vie quotidienne, parce que j'ai déjà souligné qu'il n'y avait une communauté juive à Shabbat où elle passait sa jeunesse, a foncé dans une large mesure la disposition pro-serbe de David. Dans son essai, Les images de la vie juive à Yalia, David confesse que toutes les traductions du serbe, du judéo-espagnol, d'anglais que j'utiliserai pour cette présentation au français ont été faites pour moi. Donc, je m'excuse par avance s'il y a des erreurs en français. Donc, David confesse. Lorsque l'école m'a mis en contact avec des nouveaux amis qui ont commencé à m'inviter chez eux, il m'a fallu plusieurs années pour me familiariser avec les nouvelles coutumes, habitudes des personnes. Pendant cette période, j'ai que rarement, presque jamais pensé à Yalia et l'idée d'écrire quelque chose à ce sujet n'a jamais traversé l'esprit. Il est vrai que certains amis m'ont encouragé et conseillé de rassembler des notes sur la vie juive à Yalia, mais cela n'a pas suffi à me sortir de mon apathie. Donc, on voit déjà une attitude, le manque d'intérêt par part de David sur la culture de ses parents. Le deuxième aspect de son biographie qui fait de David une figure vraiment unique à cette période, c'est la profession qu'elle a faite. David parlait plusieurs langues. À part du judéo-espagnol et de l'hébreu, il parlait l'allemand, l'anglais, le français. Et grâce à ça, il a commencé à travailler pour le gouvernement serbe et il est devenu le premier diplomate d'origine juive en Serbie, avec les postes vraiment importants comme consul de Serbie à Budapest, à Trieste, et le dernier poste était à Genève où Davidsho a décédé en 1918, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Davidsho appartenait à ce groupe de Juifs qui considéraient que l'assimilation, l'intégration de la société serbe était vraiment essentielle pour avancer avec la vie juive en Serbie. Pas seulement parce qu'ils considéraient que ce processus était inévitable, mais aussi souhaitable, car la communauté séfarade va commencer à profiter de la modernisation et de cette manière rattraper le reste d'Europe. Il a considéré que les Juifs séfarades étaient vraiment sous-développés. Le choix de la langue par Davidsho s'est avéré crucial pour concrétiser l'idée que les séfarades devenaient des citoyens de Serbie pleinement intégrés. Je vais donner quelques exemples de son ouvrage littéraire. Donc,
les contes qu'elle a écrit toujours prend comme titre un nom féminin, Luna, Buena, Naomi, parce qu'il raconte l'histoire tragique d'amour entre les filles juives. Mais on utilise la création littéraire pour transmettre euh, ses attitudes politiques concernant la situation des séfarades en Serbie. Donc, un personnage dans les récits de Luna est vraiment mécontente avec son travail dans le quartier juif. Il se plaint à sa mère et elle dit, après avoir appris le serbe, je chercherai un emploi chez Moreno Catali. Ça veut dire que le message, c'était l'apprentissage et l'acceptation du serbe va ouvrir plusieurs portes et opportunités pour les juifs si on commence à s'intégrer. Aussi, Davicho a exprimé les attitudes que la culture serbe et la langue serbe étaient supérieures à la langue judéo-espagnole et à la culture séfarade. Par exemple, dans le conte Naomi, il dit, il n'est pas nécessaire que je vous dise que Naomi est une fille juive. Lorsque le moment sera venu de donner aux beautés juives des noms serbes, comme Leposava, ça veut dire belle, ces noms seront plus attachants et plus doux. Et Davicho, euh, dans les plusieurs écrits, il a écrit d'une manière qu'il s'est identifié avec la nation serbe plutôt qu'avec la communauté juive. Et, il toujours utilise la troisième personne de pluriel quand il parle sur les juifs pour faire une distance. Donc, il y a un texte vraiment intéressant de la haine à l'envie qui représente la réponse que Davicho a fait à un livre qui a été publié en 1904 par un auteur anonyme, un texte antisémitique. Donc Davicho décide de défendre aux Juifs, mais il se présente comme le Serbe tout le temps. Donc il dit, nous les Serbes, notre nation, en parlant de la Serbie, on fait cette distance avec la communauté juive. Euh, il va même jusqu'à s'identifier à la religion chrétienne. Donc, il dit, si seulement nous étions aussi solides dans notre religion que les Juifs le sont dans la leur, notre monarque serait aujourd'hui bien meilleur que ce n'est le cas. Donc, on voit une attitude vraiment un peu surprenante de se distancier de sa communauté qui a provoqué beaucoup d'attitudes négatives environ David par part de la communauté juive. Donc David a reçu plusieurs lettres de menaces par part des membres de la communauté juive pour la manière comme il a écrit sur les juifs et comment il a décrit la communauté séfarade de Belgrade. Comme il était politicien et diplomate, malheureusement, une lettre a été conservée parce que le ministère, le gouvernement serbe a dû réagir euh, à cause de ce type de lettres. La lettre a été écrite par une personne, anonyme bien sûr, en judéo-espagnol, et le ministère des Affaires étrangères garde la version traduite au serbe. Et je vous donne seulement un extrait comment David a été traité par certains membres de la communauté juive à cause de cette littérature. Donc, l'auteur anonyme dit, alors, nous pouvons voir comment vous écrivez ce qui suit. Les Juifs font ceci ou cela, mais vous ne vous considérez ni comme Juif ni comme chrétien. Vous êtes donc un voyou parce que vous n'avez ni religion ni nationalité. N'importe quelle région ne vous suffit-elle pas? Et, d'autre côté, je voudrais souligner que David Cho, bien sûr, a soutenu l'intégration de la communauté juive à la société serbe, mais en même temps, il était le premier intellectuel en Serbie
conscient de l'importance de conserver la mémoire de cette culture dans une forme écrite. Et dans son essai, Les images de la vie juive à Yalia, il dit ce que suit. Les souvenirs combinés de ma petite enfance ont commencé à grouillir irrésistiblement dans ma tête, et le résultat était qu'ils m'ont obligé à sauver si possible quelques sont des coutumes de la vie de l'ancienne vie juive à Yalia que la mécanisation et le trafic menaçaient d'effacer de la surface de la terre. Ainsi, dès mon retour à la maison, j'ai commencé à rassembler dans mon esprit des souvenirs des meilleures des coutumes inchangées depuis les tombes les plus anciens qui donnaient à Pessah une partie de son caractère unique et solaire. Donc, il était conscient que cette culture était en voie de disparition, donc il a décidé aussi de faire quelque chose pour euh, garder la mémoire d'elle. Donc, il a fait ça de deux manières. La première manière était d'introduire des éléments de la culture séfarade dans son travail original, beaucoup de fois en langue originale en judéo-espagnol. Et la deuxième était de recopiler, de recueillir des matériels ici. Donc, pour la première, je voudrais citer une balade qui David mentionne, que vraiment c'est unique balade, c'est l'unique version à garder de ce type de balade dans tout le monde séfarade jusqu'à aujourd'hui. J'espère que peut-être il y a des découvertes d'autres versions. Donc, dans son conte qui s'intitule Buena, il décrit une ancienne coutume séfarade qui consiste à fabriquer un lanceur. Tandis que les femmes cousaient les lanceurs et chantaient des ballades, les hommes séparés des femmes lisaient des sons. David cite deux strophes d'une ballade qui était chantée pour les femmes à cette occasion particulière. On donnait seulement deux vers en judeo-espagnol, carpintero, carpintero, ¿dónde vas con estas tablas? Et le reste dans la traduction en serbe. Alors, le contenu de cette ballade révèle la raison pour laquelle cette ballade a été chantée à cette occasion particulière. On demande au charpentier si elle est en train de fabriquer un ciel ou un firmament pour le jeune couple, ça veut dire la référence au repas un dé sur lequel se tient un couple juif pendant la cérémonie de mariage et qui symbolise le ciel, ou il fabrique un berceau pour un enfant et une table de salle à manger. Et le charpentier révèle qu'il ne fabrique aucun de ces trois objets, mais plutôt un cercueil pour lui-même. Donc, le chant de la ballade de charpentier complète l'ensemble de cet événement et s'inscrit sémantiquement dans le contexte. La fabrication du cercueil est en accord avec la culture des lanceurs. Les deux actions incarnent la préparation de l'équipement funéraire. La différence, c'est que la première, c'est le travail des hommes et la deuxième, c'est le travail des femmes. Et aussi la division entre la littérature lue pour les femmes, la littérature séculaire, les ballades, est différente de la littérature réservée pour les hommes, que c'est la littérature religieuse. L'autre moyen de garder la culture, de transmettre la mémoire de la culture, était de recueillir les matériaux in situ. David est connu surtout pour une collection de proverbes qu'il a recueillis, mais euh, encore une fois, on voit une attitude de désintérêt pour ce matériau parce qu'il était le consul serbe à Budapest. Il a connu un chercheur là-bas qui lui a donné ce matériel et Doricho, son problème, lui a donné ce matériel sans penser qu'il va passer avec les proverbes qu'il a recueillis. Il confesse ça sans nommer à la personne parce qu'il était vraiment énervé avec cette personne qui était un rabbin, Mayer Kaiserli, et qui a publié le livre
et qui a gagné beaucoup de succès avec ce livre, jusqu'à la point qu'il était nommé le correspondant de la Académie royale des sciences d'Espagne grâce à ce type d'ouvrage. Et donc, Davicho s'est senti un peu trompé pour cette personne. Et après la sortie de ce livre en judéo-espagnol publié pour les rabbins, Davicho décide de publier aussi le proverbe dans sa traduction au serbe. Et donc, je veux accélérer un peu pour pouvoir présenter les trois auteurs. Donc, le deuxième auteur, c'est Benjamin Bino Samokoglia, qui est né à Sarajevo le 20 avril de 1976 dans une famille large séfarade de 6 enfants, 5 garçons et une fille. À cette époque, comme je l'ai déjà dit, les séfarades ont commencé à recevoir l'éducation en langue serbe, donc ils parlaient le serbe parfaitement, qui après s'appelait serbe-croate. Euh, c'est un sujet un peu compliqué, mais ce qui est important, c'est que et Pino, c'est un exemple d'une personne de la communauté qui n'était pas formée dans une université, qui était simplement vendeur, commerçant, simple, mais qui était la conscience de l'importance de sauvegarder quelques exemples de la culture, de l'héritage séfarade. Donc, c'est vraiment intéressant parce que David était bien formé, jamais la Chronomos aussi, la troisième personne dont je parlais. Et David était simplement un membre de la communauté qui a commencé à faire quelques travail en pensant que de cette manière, on peut contribuer à la conservation de l'héritage. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer quel élément Bino Samokoglu considérait important de sauvegarder. Tout d'abord, il s'agit des proverbes. Donc, Bino a envoyé son manuscrit des proverbes qui a commencé à recueillir juste avant la Deuxième Guerre mondiale à la Fédération yougoslave des Juifs. Il a pensé que peut-être il peut gagner un peu d'argent avec ce travail parce qu'à ce moment, la Fédération juive dans la Yougoslavie a proposé ce type de concours et la personne qui gagne le concours peut gagner un peu d'argent. Donc, il a envoyé un manuscrit qui contient 320 proverbes en judéo-espagnol, mais il y a un problème de langue. Donc, il a annoté les proverbes en judéo-espagnol, mais à ce moment, en 1968, dans la ex-Yougoslavie, plusieurs parts des Juifs séfarades ne parlaient pas déjà le judéo-espagnol ou parlaient de manière vraiment modeste. Il y avait beaucoup des Ashkénazes aussi qui jamais parlaient le judéo-espagnol et la société majoritaire a parlé le serbe. Donc, il a décidé de faire une chose, de traduire les proverbes en serbo-croate. Mais c'est intéressant tout d'abord de voir pourquoi les proverbes, pourquoi il a considéré les proverbes aussi importants pour l'identité séfarade. Donc, il explique dans une lettre qui précède le manuscrit du proverbe en disant, ces choses, il fait référence au proverbe, sont déjà tombées dans l'oubli parce que les personnes âgées ne sont plus parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle j'étais déterminé à les rechercher jusqu'à ce que j'ai rassemblé en moi ce dont je me souviens moi-même et ce dont je savais qu'ils appartenaient au passé. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, préservons ces proverbes qui étaient utilisés quotidiennement pour nos séfarades, car on ne peut pas imaginer une conversation, une réunion ou toute communication quotidienne entre les gens, que ce soit à Tcharchi, marché ou à la maison, sans ces proverbes. Mais il y a une chose vraiment intéressante concernant la traduction. Donc, du coup, Vigno explique que c'est vraiment difficile de traduire les proverbes pour les sens que chaque proverbe a dans la langue originale, c'est-à-dire dans le judéo-espagnol. Il toujours appelle la langue espagnole. Ça a été le terme utilisé
vraiment pour plusieurs membres de la communauté juive dans l'ex-Yougoslavie pour nommer le judaïsme espagnol. Mais elle dit à la fin qu'elle est obligée de laisser certains d'entre eux non traduits. Et donc, j'ai commencé à regarder quels proverbes posaient des problèmes pour traduire. Tous les proverbes sont des contenus sexuels eschatologiques. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, le proverbe nombre 275. Mi giochi te veia il marito cagando y no papando. Donc, l'unique commentaire qu'il met, c'est impossible de traduire. C'est seulement compréhensible dans la langue originale. Parfois, il décide de traduire un proverbe avec ce type de contenu, mais il adouce le langage pour lui présenter plus acceptable. C'était le cas de Proverbe 224 qui dit Caga mi mis vicinas que al baño mi quiero ir. Donc, j'ai fait la traduction littérale. Donc, dans la traduction, elle dit Obliuvajte me moje komšinice jer idem se kupati. Ça veut dire cracher, vomiter sur moi, mes voisines, alors que je vais prendre un bain. Il essaie de adoucir un peu le langage pour le faire acceptable. Donc, ce n'est pas un cas isolé dans le monde séfarade. Les personnes qui travaillent sur le champ de culture séfarade connaissent très bien le nom de Mathilda Coinserani, une Israélienne qui a recueilli beaucoup de contes sur dans le monde séfarade, qui a fait la même chose au début, qui a refusé de recueillir les contes qui sont des contenus sexuels scatologiques. Après, elle a commencé à recueillir, mais en changeant le langage pour l'adapter à son éducation familiale. Donc, nous sommes les témoignages, c'est un témoignage pas de la problématique de traduction, c'est le cas de la autocensure claire par part des auteurs qui évitent de traduire ce type de proverbe parce que le but était de présenter la culture séfarade de certaines manières et de garder la partie positive de la communauté. Donc, quand Matilda Coinserano, par exemple, a interviewé aux personnes de la communauté, il a demandé, vous considérez que je devrais publier ce type de compte? La moitié a dit, bien sûr, parce que ça fait partie de notre culture et on doit donner une image complète de notre culture. Mais la autre moitié a dit, pas du tout, on doit conserver seulement des choses positives pour les générations futures. Donc, le travail de Samokovia, ce n'est pas vraiment isolé après la Shoah. Donc, le deuxième manuscrit qui Bignon a envoyé était le manuscrit des surnoms. Et c'est vraiment important pour la culture séfarade de Bosnie parce qu'il s'agit d'un type de surnom vraiment particulier. Pourquoi? Parce qu'en Bosnie, aussi dans l'Empire ottoman, il y avait du coutume de patronyme, c'est-à-dire de nommer le fils, le premier fils, après le grand-père. Donc, ça a créé des situations dont une personne a eu 5 fils, par exemple, et chaque fils a eu plusieurs fils, et le premier fils s'appelait comme le grand-père, le prénom, mais le nom de famille aussi. Donc, on a plusieurs personnes avec le même prénom et avec le même nom. C'est pour ça que les séfarades bosniaques ont décidé de créer des surnoms originaux afin de distinguer ce type de personnes. Et je vais donner des exemples. Donc, il y a des surnoms qui décrivent un trait physique d'une personne. Avram il Alto, Crnilev, Hana la Plava,
il invalide tout. Et vous pouvez apprécier ici la combinaison parfois entre le serbo-croate et le judéo-espagnol. Par exemple, Hanna la plava, Hanna la blonde. Plava, c'est serbo-croate. Mais là, c'est l'article du judéo-espagnol qui n'existe pas en serbe. Donc, il y a des surnoms qui décrivent la profession d'une personne, ça c'est vraiment clair. Aussi avec les combinations de mots en serbe, mots en judéo-espagnol, ce qui indique le lieu d'origine d'une personne, Bucor di Pešta, c'est-à-dire en Hongrie, Ramambula Papo Split, Split c'est une ville en Croatie, etc., etc., qui indique l'éducation d'une personne. Bukica la francesa, ça veut dire que cette personne assistait à l'école de l'Alliance israélite universelle et a parlé français très bien. C'est vraiment le surnom de la grande dramaturge bosniaque en langue judéo-espagnole, Laura Papo Bocoreta, la première dramaturge féminine. Elle traite d'une personnalité, il traite des personnalités d'une personne. Jaime de las Mujeres, Jaime le coureur de jupons. Rabio de dos culos, ça c'est un peu problématique parce que ça veut dire rabio de deux culs. Donc, ça, c'est un peu problématique parce que je pense que ça fait référence que peut-être il s'agit d'une personne grasse. Donc, je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas un manuscrit glossé. Il n'y a pas d'explication. C'est seulement une liste de différents surnoms. Donc, la signification de certains surnoms, c'est clair, s'il s'agit d'une profession, etc. Mais dans ces cas, c'est un peu problématique. Seulement deux surnoms apparaissent avec une explication qui a été ajoutée à main pour une personne. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer s'il s'agit d'auteur ou de quelqu'un d'autre, mais qui dit par exemple, Attias Racco était appelé Lord Dano. Il vivait comme un seigneur. Ses frères lui donnaient 100 dinars par jour. Il pouvait des Cinzano. Cinzano, c'est un vin blanc italien qui était vraiment cher. On dit qu'il a passé une annonce dans un journal pour dire qu'il cherchait une personne pour l'aider dans la vie quotidienne, comment c'est habillé. C'est comme un assistant. Et le deuxième, c'est Raquatia, c'était surnom Teach. Teach, c'est l'oiseau. Ça veut dire qu'il était comme un oiseau quand il jouait au football, c'est-à-dire qu'il est rapide, il volait à travers le terrain. Donc, parfois, c'est compliqué de comprendre la signification de certains surnoms. La deuxième personne que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est une femme, Yamila Angela Kolonomos, qui est issue d'une famille de juifs romagnotes de Grèce, qui ont été quittés Ioannina pour Bitola, qui est connu comme monastère avant. Le nom turc, c'est monastère, le nom slave, c'est Bitola, au début du XXe siècle. Il est né en 1922. Il a grandi à Bitola et il se souvient de son enfance comme une période heureuse, vraiment, au sein d'une famille et d'une communauté séfarade très unie. Alors, elle est une des rares survivantes de la Shoah à Bitola. Je voudrais souligner que seulement 4 personnes sont retournées à Treblinka, 2 personnes de Bitola et 2 personnes de Sarajevo. Et Jamila, qui a survécu grâce à la résistance qu'elle a rejoint pour lutter contre les Bulgares et les nazis. Et Jamila a concentré son travail sur 2 sujets principaux, c'est l'héritage culturel des Séfarades macédoins, c'est-à-dire la langue, folklore et tradition populaire. Et je peux donner un titre, Proverbs, Sayings and Tales of the Sephardic Jews of Macedonia. Elle a interviewé les 4 survivants qui sont retournés en Macédoine. Et après, elle a utilisé ce matériel pour défendre sa thèse doctorale à Paris. En français. Et le deuxième sujet, c'est la Shoah en Macédoine. Et un ouvrage important, c'est la résistance de los judíos de la Macédonie en judéo-espagnol. Mais je voudrais parler d'un autre ouvrage, que c'est le dernier livre qui a été publié par Yamila Kolonomos, que j'ai apporté pour
si quelqu'un voudrait regarder un peu. Euh, c'est un livre qui a été publié en 2006 en judéo-espagnol, Monastir sin Judíos. Et 2 ans plus tard, en judéo-espagnol, traduit en anglais, traduit en anglais, mais amplifié. Donc, ce n'est pas exactement seulement la traduction de la version de 2006, c'est cette édition compte sur la incorporation des chapitres qui ne figurent pas dans la première version du livre. Et le travail de Jamil Economos c'est vraiment, s'inscrit vraiment très bien dans la courante principale de la littérature montséfarade, c'est l'utilisation de la mémoire comme outil pour articuler la mémoire individuelle et construire des mémoires collectives. C'est important. Et l'utilisation du judéo-espagnol est un moyen vraiment important d'atteindre ces objectifs. Son insistance d'écrire en judéo-espagnol, en macédoine, comme personne parlait judéo-espagnol en macédoine, vraiment témoigne de sa volonté de se souvenir de cette partie fondamentale de son identité culturelle. La question de langue est vraiment importante. Pourquoi? Parce que, alors que son père parlait plusieurs langues, comme le grec, le turc, le serbe, le macédoine, le français, le judéo-espagnol, l'allemand et l'anglais, sa mère, femme au foyer, concentrée sur la maison et sa famille, parlait seules que 2 langues, le judéo-espagnol et un peu turc, qu'elle a appris à sa jeunesse à Skopje. Donc, le processus d'adaptation au nouvel environnement s'est développé à 2 rythmes différents selon le genre. Comme a dit Jamil dans cette citation, dans mon enfance, je ne connaissais que le ladino. À l'école, j'ai commencé à apprendre le serbe et le français. Le ladino était utilisé à la maison, uniquement avec les parents et les amis avec qui nous parlions dans cette langue. Différentes langues donc sont identifiées à 3 espaces sociaux différents. Au sein de la famille et au cercle communautaire juif, c'est le judéo-espagnol. Dans les établissements d'enseignement, c'est le français et le serbe, parce qu'en Macédoine, il y avait une école de l'Alliance. En Bosnie, en Serbie, jamais. Dans l'environnement extérieur, ça a été le serbe et le macédoine. La seconde, ces problématiques linguistiques renvoient à un processus qui évolue chronologiquement en 2 grandes phases, mais dans 2 directions opposées. La première phase comprend l'enfance de Jamil Economos et le judéo-espagnol comme la première langue, mais aussi la jeunesse marquée pour l'acquisition de serbe, de macédoine et de français comme langue secondaire. La Seconde Guerre mondiale, c'est la division. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le macédoine qui est devenu la première langue, mais on peut observer aussi un subtil mouvement en sens inverse. Le retour au judéo-espagnol considéré comme un élément crucial de la mémoire culturelle collective et de l'identité culturelle individuelle des colonos. C'est ici où réside l'importance des récits des colonos. Il s'agit d'un exemple unique d'écriture des femmes séfarades de Macédoine en judéo-espagnol. Il capture la mémoire collective d'une communauté perdue et certains fragments, en particulier ceux qui expriment une expérience personnelle, sont articulés comme un texte littéraire. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps, donc je vais finir. C'est dommage, je voudrais lire un extrait sur un moment quand Jamila a dû vendre la dernière robe qui était l'unique souvenir de sa mère en judéo-espagnol. Si vous me permettez seulement lire en judéo-espagnol pour que le public peut apprécier un peu la langue. Et avec ça, je veux finir. D'accord? Donc, vous avez la traduction de cet paragraphe en français. Je lirai en judéo-espagnol. Vino el tiempo para vender y el último vestido tanto querido y hermoso brodado de la señora Didú. Lo tomé con pesgura al corazón.
Lo estoy sintiendo a los pechos y con lágrimas estoy yendo por la calle. Estoy consintiendo el bafo de mi madre y delante de mis ojos me vinieron las fiestas imaginando cómo ella está vestida. Me estoy disfaciendo, que lo vende, que no lo vende. Como una voz que me está diciendo, va, los chicos están hambrientos. En este punto, delante de mí, pasó una filla con un vestido más caro. Hasta conocido. Empecé a ir detrás. Ella se voltó y qué veía. El vestido mío con la monograma brodada de mí. Como un treno que me ajarbó tanto me emocioné y me amargué. Se me tomó el meollo. Corriendo entré al bazar y a la primera casalina lo di el último vestido por un poco de farina, 2 huevos y un puño de manteca. ¿Cómo lo quería tener al lado de mí? Vinieron más grandes dolores y desgracias que no los podemos olvidar ninguna vez. Los muestros que no tornaron. Pues je vous remercie l'attention et pardon pour le temps.